Oh l'ami, tu savais combien il y avait dans la mallette? Bon, apparemment, faire du divertissement, c'est pas pour tout le monde, mais heureusement, il y a des boîtes qui le font très bien, comme Netflix. Et cette semaine, elle a tapé son plus haut historique, et je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Alors Netflix, c'est une boîte de streaming, pour ceux qui savent toujours pas, qui vivrait par exemple dans une vallée en Corse et qui n'aurait pas le réseau. Mais avant de faire ça, c'est une ancienne boîte, c'est une boîte qui était fondée en 97, donc quasiment 30 ans dans 3 ans. Et avant, ils envoyaient des DVD tout simplement via la poste, de façon totalement physique. Et c'est une boîte qui a su se réinventer et faire face à la contrainte. Donc déjà, moi, c'est un point que j'adore dans cette boîte. Savoir se recréer, repenser les choses. Ils ont parfaitement pris le virage de la digitalisation, parce qu'au final, c'est toujours une cinémathèque qui gère, sauf qu'elle est en ligne. Et leurs utilisateurs, ils sont plus que aux États-Unis. On peut s'imaginer, par exemple, s'il n'y avait pas ce tournant de la digitalisation, bah, en fait, peut-être qu'ils seraient restés que sur le marché US et canadien. Bon, je suis actionnaire de Netflix, j'adore cette boîte, je suis clairement bullish, comme on dit. Et aussi, je ne suis pas conseiller en patrimoine, donc vous débrouillez, vous faites vos propres recherches. Je suis juste un particulier qui partage son aventure. Il y a aussi le management. Donc déjà, je savais pas que c'était possible, mais il n'y a pas un CEO. Donc le CEO, c'est l'équivalent du PDG, mais ils ont deux co-CEO, donc deux PDG. Et c'est des mecs qui étaient à l'intérieur de la boîte. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, ils étaient vraiment dans le cœur du métier ces dernières années. Donc à Ted Sarandos, en fait, lui, il était dans la création de contenus originaux Netflix. Toutoum. Il y a aussi Greg Peters, qui est Chief Project Officer, donc c'est un peu un mot barbare, mais ça veut juste dire qu'en gros, il était Head of Product. C'est en fait tout simplement c'est lui qui était responsable du produit. Et chez Netflix, il n'y a pas 10 000 des produits, bah, c'est la plateforme quoi. Au niveau du management, je trouve ça juste génial parce qu'en fait, ils couvrent quasiment tout le scope. Il y a la création de contenu, on va dire, qui est plutôt artistique, et la partie produit qui est plutôt tech. Et donc, et vous allez me dire, ouais, artistique et tech, ça n'a rien à voir, pourquoi et tout. En fait, c'est génial parce que en fait, c'est deux choses qu'utilise l'utilisateur. Déjà pour faire du watch time, le regarder derrière son écran, un peu comme YouTube. Et aussi la partie tech, c'est la partie UX, User Experience, comment l'utilisateur va interagir avec la plateforme. Il faut que ce soit le plus agréable et le plus simple possible. Il faut que ce soit assez intuitif. Aussi, il y a la partie recommandation pour toujours proposer plus de contenu à l'utilisateur. Et ben, ces deux personnes gèrent très bien ces deux parties du scope. Et ben, moi, j'adore ça. Il y a trois segments de business. Il y a le streaming, la création de contenu et le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est juste sur leur plateforme mobile. Ensuite, il y a la production de contenu. Ben, pareil, en fait, créer des produits originaux pour attirer des gens, pour faire plus d'acquisitions. Mais aussi, dans certains pays, ils revendent les licences pour faire des royalties. Écoutez le podcast Do It Yourself de Mathieu Stéphanie avec Arthur, l'animateur. Et il expliquait que vendredi tout est permis, bon, émission que je ne regarde pas du tout, ils étaient pas en bénéfice en France. En fait, ils l'utilisaient juste comme vitrine pour le vendre dans le reste du monde à d'autres. Et après, bah, chaque pays qui produit l'émission bah, paye des royalties aux créateurs de contenu et touche des royalties. Et la partie jeux vidéo, bah, tout simplement, c'est juste sur mobile, c'est des petits jeux. Alors, le jeu en streaming, enfin, ou plutôt les plateformes de jeux vidéo, c'est Google a essayé, ils se sont un peu cassés les dents. Il y a eu, même en France, on a eu Shadow, ça n'a pas trop pris, c'était pas trop rentable. C'est un peu une chimère, on verra si un jour ça sera développé et surtout ça pourrait être rentable. Pour la répartition géographique du business, bah, c'est assez du classique en fait. Enfin, ils sont natifs North America, donc c'est États-Unis, Canada. C'est là où leurs produits sont tout simplement le plus matures et là où ils font plus de revenus. Et ils croient aussi en Amérique latine, en Europe. Bah, pour la partie EMEA, c'est plus la partie européenne et péninsule arabique. Il n'est pas trop développé en Afrique actuellement. Et la partie Asie-Pacifique, ça représente une faible partie, on verra plus tard. Bah, des pays à forte population. Il faut rappeler que le business, j'en ai pas parlé encore, mais c'est quand ils dégagent des revenus, bah, en fait c'est tout simplement via abonnement. Plus vous avez d'acquisition, c'est-à-dire plus vous ramenez d'utilisateurs, plus vos revenus augmentent. Et il y a l'Inde, on sait tous que bah, l'Inde est le premier pays en termes de population. Corée du Sud, Japon, bah, voilà, c'est au-dessus des 100 millions. Et en plus, c'est des pays bah, qui commencent à avoir des revenus, donc c'est-à-dire que le prix de l'abonnement, il peut augmenter. Et tout ça, ben, plus de revenus pour Netflix. Ils n'ont pas tellement de mots davantage concurrentiels. Il y a beaucoup de plateformes qui ont fait du streaming, je pense à Paramount, Apple, mais aussi en France. Hein, il y avait eu, je ne sais plus comment ça s'appelle, le regroupement de TF1 et M6 qui n'a pas pris. C'est un business, c'est juste de l'acquisition. Les gens restent pour un mois, à tout moment ils peuvent résilier, ça peut s'effondrer. Donc il y a quand même,
ils doivent pouvoir toujours renouveler l'intérêt pour la plateforme pour un utilisateur qui est déjà abonné. En termes d'utilisateurs, c'est comme 277 millions d'utilisateurs et surtout ils continuent à faire de l'acquisition et de la croissance. Donc voilà, ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement le nombre d'utilisateurs par trimestre et par région. Donc nord-américain en orange foncé, orange clair c'est Europe, enfin EMEA, et ensuite LATAM, Amérique latine, et en vert c'est l'Asie. Et vous voyez qu'en fait, tout simplement, c'est en constante progression, donc c'est très bénéfique. On sait que c'est là où leurs revenus viennent. Et vous voyez que par exemple, l'Asie, ça représente une infime partie. Il n'y a que 47 millions d'utilisateurs en Asie, alors que par exemple, aux États-Unis, Canada, c'est le double. Donc j'espère qu'ils continueront à faire de l'acquisition dans cette région du monde, sachant que c'est la région la plus peuplée. Donc c'est la nouvelle Chine, entre guillemets, c'est là où il y aura plus de croissance. Donc on peut s'attendre, pourquoi pas, à une forte croissance. Là, c'est le revenu de la boîte et vous voyez qu'il est tout simplement en croissance. Bon, il y a eu ce petit plateau là, mais c'est reparti. Et vous voyez 9 milliards 53... 9 et vous voyez 9 milliards et demi de revenus, c'est juste monstrueux. Surtout que ce qu'ils gèrent, en fait, c'est quasiment que des serveurs, hein. Il n'y a pas tellement de matières premières. Le plus cher, c'est les droits de licence, mais j'en reviendrai plus tard. Et si on regarde tout simplement le revenu par région, on voit que l'Asie-Pacifique aussi, c'est peanuts, hein. C'est 1 milliard sur 9, c'est même pas... ça doit être 9-10%. Donc on peut espérer encore une augmentation du revenu dans les années à venir. Et en tout cas, c'est ce que j'espère. Et aussi, il y a le nombre d'actions qui est en diminution en circulation, donc, et une augmentation du free cash flow. Alors je vais en revenir. Le free cash flow, rapidement pour vulgariser, c'est la marge, ce qui reste à la fin. Et vous voyez qu'au début, ils n'étaient pas du tout rentables, hein, comme toutes les boîtes un peu start-up, licorne et compagnie. Tout simplement parce qu'ils étaient dans leur phase full acquisition, maturité du produit. Il y a eu un peu ce ballottement là, entre le moment Covid et 2022. Mais depuis 2 ans, c'est positif, le free cash flow. Et surtout, il est en croissance. Là, par contre, il y a une saisonnalité, entre guillemets. Donc, vous voyez que le Q1 est à 2,12 milliards. Et sur le Q1 2024, il est à 2,14 milliards. Et ça, c'est le nombre de parts d'actions en circulation. Et ça, c'est le nombre d'actions. Et on voit qu'en fait, qu'il est en diminution et de façon constante, hein, depuis 10 ans. Et surtout, les boîtes à la tech, souvent, ils rémunèrent leurs employés avec des actions. Là, ils arrivent à en racheter sans en trop distribuer. Donc, c'est juste parfait. Donc, ce qui fait plus de rareté. Et une métrique que j'adore, c'est tout simplement le free cash flow par action. Donc, vous avez le nominateur et le dénominateur. Ce qui est au-dessus augmente le free cash flow. Et si ce qui fait la division, le dénominateur, lui, diminue, en fait, vous accélérez tout simplement le ratio free cash flow par action, ce qui est juste génial. Et enfin, en tout cas, c'est les fondamentaux que je regarde personnellement. C'était mon avis personnel sur l'action Netflix. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, je fais un décès là-dessus. Je continuerai toujours mon décès sur Netflix pour le moment. Et je verrai si un jour j'arbitrerai. Et du coup, cette vidéo se termine. Et comment elle a commencé? Tout simplement par du divertissement. Et je vais vous faire Marion Cotillard dans Batman.